J'espère que vous portez bien. Je vois qu'il y a pas mal de partages de films, d'exercices de sport à faire, de livres, etc. sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai eu envie de partager ça. Bon, c'est pas essentiel, mais si ça peut donner des idées à certains, voilà. J'ai choisi un peu des films, même un peu de livres de bande dessinée autour du thème avec ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai pas tous voulu les faire parce que j'en ai mis quand même pas mal de côté. Je suis pas trop grand public, entre guillemets, malheureusement. C'est-à-dire que si vous voulez vous fendre la poire, c'est pas ma vidéo qu'il faut suivre. Voilà, on va commencer gentiment par Cube. C'est un film assez connu qui a son petit statut culte. Je le cite forcément parce qu'il y a un côté huis clos, un côté confinement. Parce que là, ce sont des personnages qui se réveillent, qui ne comprennent pas comment ils ont atterri là où ils se trouvent, qui ne se connaissent pas et qui vont devoir comprendre ce qu'ils foutent dans un cube gigantesque avec plein de pièces qui sont autant de cubes avec, dans certaines d'entre elles, un danger. J'aime bien ce genre de film série B inventif en fait, dont chaque denier se voit à l'écran, ce sont des petits budgets. Et en fait, c'est dans le scénario et dans les trouvailles que le film trouve sa qualité en fait. Donc c'est un film qui fonctionne toujours de nos jours. Juste à côté, un film que j'aime énormément, c'est Truman Show. From the largest studio ever constructed, it's the Truman Show! Yeah! C'est le premier enfant qui est né sous les caméras, sans savoir qu'il est sans cesse filmé et qu'il est sans cesse mis en spectacle et que les gens qui l'entourent sont des acteurs. C'est-à-dire même sa femme, c'est une actrice. Son meilleur ami, c'est un acteur. On lui dit à l'oreillette ce qu'il faut qu'il lui dise quand, par exemple, il n'a pas le moral. Et en fait, ce monde-là explose un jour et Truman se rend compte que sa vie, elle n'a aucun sens, en fait. Donc il va essayer de se sortir de là et de vivre sa véritable vie. Et c'est une thématique qui me permet de parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Philip K. Dick. Et pourquoi en fait ça rappelle Truman Show, c'est que une des plus fortes thématiques de Philip K. Dick, c'est de vous mettre dans la situation d'un personnage qui, du jour au lendemain, voit sa vie totalement chamboulée parce que tout ce qu'il pensait être est faux en fait. C'est faux. Là par exemple c'est un recueil de nouvelles, vous voyez Total Recall, la version de Paul Verhoeven est toujours aussi excellente. Vous avez ce côté-là, même à la fin, vous savez toujours pas si c'est le rêve ou si c'est la réalité. Et donc Truman Show, c'est vraiment la plongée ultime dans le monde de la paranoïa. Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être, et moi en fait, je suis même pas ce que je pensais être. Donc c'est vraiment vertigineux en fait. Voilà, c'est un concept ludique et flippant aussi. The Truman Show. Watch what happens. Un film qui est très peu connu et surtout assez sous-estimé, voire mésestimé. D'ailleurs, je vais vous le présenter avec deux autres qui, pour moi, forment une espèce de trilogie officieuse sur le thème de la paternité, de la trilogie du père, on va dire. Donc voilà, le premier, c'est Maggie. C'est un film qui a été mal vendu, peut-être, parce que c'est vendu un peu comme un film de zombies. C'est pas le cas. C'est un peu un film sur l'accompagnement dans la maladie, en fait, d'un proche. C'est un thème très dur. Et ce qui est d'autant plus touchant, je trouve, dans ce film-là, c'est justement le choix à contre-courant de Schwarzenegger, parce que nous, on le connaît forcément dans ces figures de Conan le Barbare, Terminator, et justement, c'est d'autant plus poignant de le voir qui galère, il ne peut rien y faire, si ce n'est l'irradier d'un maximum de bienveillance. Voilà, c'est un très beau film. Voilà, pour mettre en lumière aussi un petit film, je m'attendais vraiment à rien en fait. C'est Hours. Alors, je vous dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais honnêtement, c'est un film qui vaut le détour. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme joué par Paul Walker qui est bloqué dans un hôpital alors qu'il y a l'ouragan Katrina qui sévit à l'extérieur. Sa femme est morte en couche. Et lui, en fait, il doit rester proche de son nourrisson qui a besoin qu'on réactive en fait une batterie à la manivelle pour produire de l'oxygène parce que c'est un enfant qui est né prématurément. Et donc ce type-là, en fait, il commence à être au bout du rouleau parce qu'il n'y a plus personne dans l'hôpital. C'est insalubre et il faut pas qu'il s'endorme, mais ça dure des jours et des jours. Et c'est la force d'un père pour sauver son petit. Et franchement, dans ce film-là, Walker montrait qu'il en avait sous le pied au niveau actoring. C'est dommage qu'on l'ait pas plus vu faire des films comme ça. Voilà, je finis avec La Route, pour cette espèce de trilogie que j'ai inventée moi-même, hein, qui n'existe pas, qui n'est pas officielle. C'est le combat d'un père dans un univers où en fait tout est en train de mourir. Là, il n'y a pas de lendemain possible, on nous fait vraiment comprendre que la Terre est morte, que c'est terminé en fait pour toute espèce de vie sur Terre. Les arbres tombent, la mer est polluée, il n'y a plus rien en fait. Mais la vie fait que
la nature humaine fait que, ou appelez ça comme vous voulez, les humains ne se laissent quand même pas mourir, ils essaient de se battre, en tout cas pour la plupart. Et c'est très poignant parce que le père, il est rachitique, il fait tout pour aider son fils, il fait tout pour le porter en fait, comme tous les pères dignes de ce nom, et essaie de lui donner l'arsenal intellectuel et de survie pour s'en sortir en fait dans cet univers vraiment sans aucune pitié. N'hésitez pas à lire le livre, il a un style très particulier, McCarthy, dans ce livre, puisqu'il fait tirer en fait les phrases en longueur, comme si en fait il voulait retranscrire le côté à bout de souffle des personnages, qui essaient de s'accrocher à quelque chose, qui essaient de se raccrocher à la vie, qui essaient de s'en sortir. C'est très poignant. Et McCarthy d'ailleurs, il avait écrit le scénario de Cartel. These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they? No. Just you, counselor. Cartel qui contient une des scènes de dialogue qui est en fait une espèce de monologue les plus puissantes que personnellement j'ai jamais vues, avec un personnage qui par le biais de métaphores en fait explique au héros qui a gravement fauté combien en fait la vie est fragile, combien l'équilibre d'une vie est très fragile et combien tout peut s'affaisser, tout peut disparaître et que quand on disparaît, on emporte tout avec nous. Et c'est le cycle en fait, sauf que le cycle peut être vraiment extrêmement rude. You are the world you have created. And when you cease to exist, this world that you have created. Voilà, comme dirait l'autre, la réalité n'a pas besoin de toi. Passez une belle journée. On pourrait se dire, voilà, c'est pas très sympa de ta part, on est en confinement, et là tu es en train de nous parler de films qui plombent le moral. C'est une façon de voir les choses. Pour moi, ils plombent pas le moral, ces films-là. Enfin, ils plombent le moral, mais en fait, c'est comme une catharsis. C'est-à-dire que quand on est face à une situation difficile, pour moi, il y a deux écoles. C'est soit, justement, on se change les esprits et on essaie de tromper la réalité en regardant des choses qui n'ont rien à voir, très rigolotes, très légères, etc. Et ça fait du bien, et c'est tant mieux, d'ailleurs, parce que, voilà, je juge personne. Ou soit, entre guillemets, on prend le taureau par les cornes et on essaie, justement, de se confronter à ce que d'autres personnes ont pensé et ou vécu avant nous. Et on voit ce qu'il en ressort. Et moi, je trouve ça nourrissant et je trouve que, justement, ça renforce. Un film très sympathique, très intelligent, très bien fait. Bon là, je sais que l'affiche est très mauvaise, on dirait une espèce de comédie débilos. C'est un film très malin en fait, qui s'intéresse à un personnage hautain, puant, dédaigneux. Inexplicablement, il est pris dans une boucle temporelle où il revit sans cesse la même journée, une journée absolument inintéressante, puisque ça consiste à aller filmer une tradition avec une marmotte. Enfin, c'est vraiment ridicule. C'est le jour de la marmotte. C'est un peu le confinement du mec. Il est bloqué dans sa boucle temporelle et ça tourne, il peut pas fuir ça en fait. Il est forcé de voir ce qui ne va pas chez lui. Tout comme nous, voilà, quand on est confiné chez soi et qu'on n'est plus dans le train de vie où on doit courir après le métro, on doit prendre la voiture pour aller au boulot, etc. Et bah, on a le temps d'un coup de se poser et de réfléchir à sa vie et de se remettre en question. C'est vraiment un très grand film que j'adore, Un jour sans fin. Là, on va passer un stade dans le domaine de la rudesse. C'est un film qui est malheureusement, je pense, assez méconnu. The Divide, pareil pour moi, c'est une des plus grosses claques des années 2010. C'est un film qui a été bâti dans le chaos, dans la douleur, parce qu'à la base, les financements, etc., tout a volé en éclats. Ils ont dû réécrire le projet. En fait, ça a été vraiment une aubaine parce qu'ils ont pu vraiment aller dans une direction sans concession. C'est vraiment pas fun du tout. Il n'y a pas de second degré, ou alors c'est très cynique, c'est très noir. Et donc, ça raconte l'histoire de gens qui se terrent en fait dans le sous-sol d'un bâtiment alors qu'une bombe nucléaire vient de sauter à la surface à New York. Et ces gens-là, en fait, avec le temps, vont s'entre-déchirer, ne vont plus réussir à cohabiter du tout les uns avec les autres. Et va y avoir des espèces de mal alpha qui vont sortir du lot, qui vont devenir de plus en plus malsains. Ça donne beaucoup à réfléchir sur nous, forcément. Et il y a une scène qui est vraiment puissante, c'est la scène du miroir. Elle porte bien son nom, cette scène du miroir, puisque les deux personnages regardent le miroir, mais en fait, ils nous regardent directement, nous, les spectateurs. Et ce qui est dit, ça s'adresse à nous, en fait. Pour moi, c'est un des films les plus forts sur la déliquescence humaine. Mais bon, le problème, c'est que quand on n'a plus d'avenir, bah voilà, on voit ce qui sort vraiment des tripes des gens, et c'est rarement un côté chevaleresque, ou alors le côté chevaleresque qui existe dans certains personnages de ce film,
mènent à pas grand chose en fait, si ce n'est qu'ils se fassent tuer ou qu'on profite d'eux. Voilà, ils ont la conscience tranquille, on va dire, mais eux, ça leur a apporté rien de spécial, quoi. Donc c'est un film très rude, mais c'est un film nécessaire, on va dire. C'est un peu ça aussi, moi, ce que j'aime au cinéma, quand je lis des livres, tout ce que vous voulez en rapport avec la création et l'artistique, c'est que j'ai besoin d'être un peu secoué, en tout cas de me faire marquer un peu au fer rouge par ce que je vois, ce que je lis, ce que j'écoute, sinon ça disparaîtra. Un peu plus léger encore, on a In Hell avec Van Damme. Et In Hell, bah voilà, confinement, il est emprisonné dans une prison russe sans pitié, où il y a des combats clandestins qui sont mis en œuvre pour divertir les geôliers. L'histoire paraît un peu légère comme ça, mais Van Damme livre une prestation très forte. Et moi j'apprécie beaucoup ce film aussi parce qu'il montre un Van Damme comédien et il a vraiment une gueule, il a vraiment un charisme, il dégage vraiment quelque chose que justement ses anciens confrères des films d'action des années 80, 90 ont du mal à produire. Prenez par exemple son rival de l'époque, surtout en France, c'était Steven Seagal. C'est divertissant, il pète des bras comme un sagouin. Seagal, c'est monolithique, il fait pas ressentir des choses. Van Damme, c'est devenu vraiment autre chose, et c'est devenu un véritable comédien qui a connu sûrement des choses très rudes dans sa vie, quand il a eu ses problèmes de drogue, quand tout le monde lui a fermé la porte. Et ça, bah, il a eu besoin de le drainer, en fait. Et il a participé à énormément de scénarios, il était question de rédemption, de culpabilité, de se réinventer, de renaître. Et notamment, dans le deuxième film, là, Répliquant, il joue le rôle d'un clone. Il est réaccouché en fait, il est complètement candide, il est innocent et il le joue comme un enfant en fait. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est ma petite tribune à Van Damme, qui est un acteur qui mérite le respect de mon point de vue. C'est Seul contre tous. Malheureusement pour moi, je suis né dans ce fromage et je vais certainement mourir dedans. Là, ça n'a rien à voir avec du confinement, si ce n'est la détresse psychologique d'un personnage qui tourne en boucle, en fait, qui ne s'en sort pas dans la vie. Le mec est bouché de formation, il trouve pas de travail, il crache sa haine. Avec un peu de chance, on aura bientôt une guerre, une troisième guerre mondiale, pendant laquelle tous les fils de pute qui m'entourent se feront exploser les tripes. Donc ce personnage-là, il devient une boule de haine, il en veut à la terre entière, il déteste tout le monde. Et en fait, ça tourne dans sa tête, et ça dépend en fait une détresse psychique et sociale qui amène à de la violence. C'est drôle. Quand on perd tout, on retrouve son chemin. Et le mec s'en sort pas en fait, parce que c'est forcément un cercle non pas vertueux, mais c'est autodestructeur. Et bien évidemment, quand il a des opportunités de s'en sortir, bah, il s'est déjà tiré une balle dans le pied, il n'y arrive pas, quoi. C'est vraiment un film que je trouve très très fort. Souriez là, ouais. La série Paranoia Agent. C'est Satoshi Kon qui a réalisé ça, qui est décédé. Pour moi, c'était un génie, quelqu'un de très intelligent, de très fin, de très sensible aussi, et d'intéressé par le monde du rêve dans lequel se réfugiaient des personnages fragiles. Et de ce fait, il était aussi intéressé par les faiblesses psychologiques des gens, en fait. Et dans Paranoia Agent, les personnages voient tous à tour de rôle un antagoniste avec une batte qui tue des gens. Et tout ça, en fait, c'est lié au stress, à la vie qui va très vite, faut aller très vite, faut produire les choses très vite, faut travailler plus, faut travailler plus dur, sans cesse, etc. Et les gens, en fait, explosent. Ce qui naît de tout ça, c'est la peur, c'est le stress, c'est un monstre. Et plus ça va loin dans la série, et vous allez dans des histoires vraiment complètement barrées. Je vais pas vous le spoiler, même si c'est dommage, parce que sans la fin, ça n'a pas toute sa saveur. Mais il y a par exemple 3 personnages dans un des épisodes. On voit pas le rapport avec le reste de la série, et on sait pas ce qu'ils foutent là, on sait pas ce qu'ils ont l'air un peu décalés, etc. Et quand on comprend en fait qui ils sont et ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Donc voilà, Paranoia Agent, mais aussi Perfect Blue et Paprika, et pour moi c'est magnifique. Pareil, c'est quelque chose, c'est Dragon Head. Ça a été réédité là justement en bottin téléphonique en 5 tomes. Moi j'avais découvert ça complètement par hasard dans une librairie au moins 15 ans. Et ça raconte en fait l'histoire d'adolescents qui partent en voyage avec leur classe d'école au Japon, et en passant en fait sous une montagne avec le train, il se passe quelque chose à l'extérieur. Tous ces boules dans le train, en fait tout le monde est mort sauf 3 adolescents, dont un qui commence à salement péter les plombs. La psychologie des personnages est super bien décrite également. Voilà, c'est un manga que je recommande. Encore autre chose, un film avec Robert Redford.
C'est un huis clos au grand air en fait, puisqu'il joue le rôle d'un vieux monsieur qui est sur son bateau, qui a beaucoup d'expérience, on le comprend, même s'il y a absolument ou quasiment aucun dialogue dans ce film. Et en fait, il y a une avarie, il y a l'eau qui rentre, il est au large et il va essayer de s'en sortir. Et en fait, méthodiquement, on voit qu'il applique toutes les méthodes pour s'en sortir, colmater les brèches, mais non, à chaque fois il y a un nouveau problème, etc. C'est le côté lâche-rien du personnage, qui est pourtant un vieux monsieur, qui rend extrêmement bien dans ce film et qui est vraiment galvanisant. Et c'est un très beau film, très calme, très résigné en fait. Et quand on parle confinement, c'est difficile de ne pas penser à Shining, qui est juste un des films les plus colossaux sur le sujet. Shining. Here's Johnny. Ça raconte l'histoire d'une famille dont le père va gardienner un gigantesque hôtel qui est donc abandonné pour la saison. Shining, c'est clairement une référence sur le glissement dans la folie, la déperdition. Il y a ce plan absolument glaçant où il observe sa femme et son fils dehors, et lui, on sent dans son regard qu'il a complètement dévissé, quoi. Avec cette image du labyrinthe qui représente en fait ce qui se passe dans la tête du personnage, les méandres de son esprit, le doute, la paranoïa. C'est un film qui est une véritable référence encore de nos jours. Et pourtant, il n'a pas été validé par l'auteur original, qui est quand même Stephen King, qui n'a jamais aimé ce qu'en a fait le réalisateur Stanley Kubrick. The ultimate exercise in terror. Ça n'empêche pas le film d'être puissant. Et ça n'empêche pas non plus Stephen King de rester un très grand auteur, et bien évidemment, comment ne puis-je pas citer donc Le Fléau. Le Fléau de Stephen King, moi je ne le connaissais que par le biais de la mini-série des années 90. Un jour, en fait, je suis passé devant le livre et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le lire, de toute façon, je connais l'histoire. Et comme à chaque fois qu'on se plonge dans un roman ou dans une nouvelle même de Stephen King, après avoir vu une de ses adaptations, on prend une très très grosse claque derrière la tête. Et donc, Le Fléau, ça raconte l'histoire d'un virus créé par l'armée américaine. Il y a une fuite, en fait, et donc le virus se répand et tue 99,9% de la population sur Terre. Et de là, en fait, King fait la description précise de petites gens, comme il aime tant dans ses romans, qui essaient de s'en sortir, qui survivent et qui sont progressivement appelés à aller vers le bien ou le mal. Comme dans tous les livres de Stephen King, les monstres, la religion, le côté fantastique, en fait, c'est une toile de fond, et c'est ce qu'il arrive à faire avec ses personnages, en fait, à les rendre tellement crédibles que on est complètement happé dans l'histoire. Et il y a ces personnages qui glissent vers le mal et ils essaient de lutter, ils n'y arrivent pas, et en fait c'est très fort parce que ça rappelle quand on a des faiblesses dans la vie. C'est vraiment un roman énorme, et je citerai aussi 2 passages qui en fait sont autant de pauses dans le roman et qui parlent en fait de la courte vie de quelques personnes qui étaient prises également dans cette catastrophe. L'un des plus marquants, bien sûr, c'est un petit garçon qui s'appelle Sam, qui a 5 ans, qui a pleuré des jours et des jours parce qu'il ne comprenait pas pourquoi sa mère bougeait plus à côté de lui, qui a commencé à avoir faim, qui est sorti, qui mangeait des fruits, des mûres dans les baies, et dans un champ, il voit pas qu'il y a une planche pourrie, il passe au travers, c'est un puits, il se brise les 2 jambes, et c'est expédié en une phrase à la fin que le petit a mis 24 heures pour mourir dans des souffrances abominables. Voilà, c'est aussi ça, Stephen King. Rien ne nous est épargné, en fait. Et pour ceux qui pensent que c'est du fantastique petit bras, voilà, je vous préviens, c'est du costaud. Stephen King, ça l'a toujours été, et Le Fléau ne déroge pas à la règle. Un des romans que je préfère de King, c'est aussi Jessie. Là, on est confinement à 100%, puisque ça raconte l'histoire d'une femme qui est soumise à son mari, qui est un riche avocat, et en fait qui a des déviances sexuelles. Sauf que au moment où il est attaché et où il commence à vouloir son rapport sexuel, il a une crise cardiaque et il meurt. Et donc elle reste attachée, menottée au lit, en fer. Elle ne peut pas appeler de l'aide puisqu'il n'y a personne dans les environs. Il y a juste un chien errant qui commence à être intéressé par l'odeur du macabé. Et pendant des dizaines et des dizaines de pages, en fait, c'est Jessie, qui a toujours été une fille réservée, introvertie, qui va faire son introspection pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a toujours été comme ça, et qui va arriver à se souvenir un jour d'éclipse. Et c'est un livre qui est vraiment fort. D'ailleurs, ça me permet de dire, je comprends pas, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, Stephen King est connu pour sa misogynie, c'est pas écrire les personnages féminins. » Bon, franchement, c'est n'importe quoi. Quand on lit Jessie, quand on lit Carrie, quand on lit Dolores Claiborne, quand on lit Misery, quand on lit, de toute façon, tous les livres où il y a des personnages féminins, bien sûr qu'ils sont bien écrits. D'ailleurs, ils en ont fait un film qui est vraiment très réussi. Qui est très dur. Il y a une scène qui est bien gratinée avec du verre cassé.
Voilà, matez pas ça avec vos gosses parce que ça passera pas. On va rester un peu dans les livres. En matière de livres, si vous voulez quelque chose d'un peu plus motivant, c'est Manuel du Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho. C'est assez cucu selon certains, c'est de la petite littérature selon les critiques français. Mais honnêtement, ça fait du bien. Voilà, c'est pas une histoire, hein. Chaque page est un chapitre, chaque page est une petite allégorie, une petite motivation en fait sur, en gros, voilà, quand on échoue dans la vie, quand on est bloqué dans la vie, en fait, il faut le voir d'une manière positive parce que tout se débloque en fait. Si on est de bonne volonté, tout se débloque. Moi, j'aime bien, voilà. Voilà, donc je suis pas critique de cinéma, je ne suis pas historien du cinéma, toutes ces choses-là, en fait, ça n'engage que moi. Et j'ai pas du tout vocation à dire si vous aimez pas, vous êtes débile, vous n'avez rien compris. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé de quoi piocher, vous occuper, pour que ça vous fasse réfléchir, pour que ça vous divertisse. D'ici à ce que vous fassiez des retours là-dessus, bah, portez-vous bien et prenez soin de vous.